La Chine qui fait d'énormes progrès dans la réutilisation de ses lanceurs, même si, comme vous allez voir, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et la chasse aux technosignatures dans le système trappiste, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut les terriens, bienvenue dans le journal de l'espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine chaque vendredi. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Cette semaine, les terriens, je ne pouvais pas louper un événement qui pourrait bien être l'un des plus grands spectacles astronomiques de ce siècle, la comète C2023 A3 Shush-Shinshan Atlas. Découverte en janvier 2023, elle va devenir la grande star de notre ciel nocturne. Elle se dirige lentement mais sûrement vers le Soleil et la Terre, et devinez quoi? Si tout se passe comme prévu, elle pourrait être visible à l'œil nu en octobre 2024, c'est-à-dire le mois prochain. Et quand je dis visible à l'œil nu, c'est que sa luminosité pourrait rivaliser avec celle de Vénus. Bon, vous savez certainement que lorsqu'une comète s'approche du Soleil, sa glace se sublime, c'est ce qui crée une traînée de gaz et de poussière absolument spectaculaire. Cette fameuse traînée, que l'on appelle aussi une queue de comète, c'est bien ce qui offre ce show cosmique si époustouflant dans le ciel nocturne. Pour être plus précis, il faut savoir que les prévisions des astronomes indiquent que la comète passera au plus près du Soleil à 58 millions de kilomètres le 27 septembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de la sortie de cette vidéo. Ensuite, elle s'en éloignera un peu et passera à environ 70 millions de kilomètres de la Terre en octobre. Si bien sûr elle ne se désintègre pas avant, on pourrait assister à un phénomène aussi grandiose que la comète Hale-Bopp en 1997. Bref, avec cette comète, tous les passionnés d'astronomie retiennent leur souffle, alors restez à l'affût car cette année pourrait bien être celle où nous redécouvrirons l'un des plus beaux trésors de notre ciel nocturne. Si on doit la mise en œuvre industrielle de la réutilisation des premiers étages de fusées à l'entreprise SpaceX, cette semaine je voulais vous parler d'une avancée significative réalisée par l'entreprise chinoise Landspace. Une avancée telle que cette société sera certainement la prochaine à exploiter d'ici peu des lanceurs de type Falcon 9. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est utile que nous fassions un petit rappel sur l'importance des fusées réutilisables dans l'industrie spatiale moderne. Traditionnellement, les fusées étaient à usage unique. Si leur fonctionnement est devenu de plus en plus fiable au cours des années, il restait quand même un inconvénient de taille. Imaginez un petit peu, c'était des années de travail et des millions de dollars investis dans un engin qui ne sert qu'une seule fois. C'est comme si vous jetiez votre voiture après chaque trajet. Ce n'est pas très économique ni écologique, n'est-ce pas ? C'est là que les fusées réutilisables entrent en jeu. L'idée est simple, récupérer et réutiliser les parties les plus coûteuses de la fusée, notamment le premier étage. Cela permet de réduire les coûts de lancement et d'augmenter la fréquence des missions spatiales. Comme je vous le disais, si beaucoup ont tenté de le faire, seuls SpaceX et Blue Origin ont réussi à mettre au point cette technologie, et surtout, dans le cas de SpaceX, réussi à mettre en place un système industriel qui aujourd'hui permet de réaliser une centaine de lancements par an, avec une fiabilité supérieure au vénérable lanceur soviétique Soyouz, pourtant la référence en la matière. Mais revenons à Landspace, si cette entreprise privée, fondée en 2015 et soutenue par le gouvernement chinois nous intéresse tant, c'est qu'elle a un objectif sacrément ambitieux, devenir un acteur majeur dans le domaine des lanceurs spatiaux réutilisables. Croyez-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air, car les progrès de cette entreprise sont vraiment impressionnants. Faut dire aussi qu'ils ne chôment pas. Après plusieurs petits essais très prometteurs à basse altitude pour valider les technologies de base, ce n'est que très récemment que Landspace a effectué un test plus ambitieux pour sa fusée réutilisable, un vol d'essai à 10 km d'altitude. Bon ok, vous allez me dire que 10 km ce n'est pas grand chose pour une fusée comparée aux orbites terrestres, et vous avez raison, mais l'altitude atteinte pour le moment c'est vraiment loin d'être le plus important. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une étape très importante a été atteinte dans le développement des technologies clés d'une fusée réutilisable, et je vais vous expliquer lesquelles. Premièrement, c'est le contrôle de vol. À 10 km d'altitude, la fusée subit déjà des contraintes aérodynamiques importantes, et réussir à contrôler le vol dans ces conditions n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, c'est au niveau des systèmes de propulsion. Un test comme celui-ci permet de vérifier le bon fonctionnement des moteurs, tant pour la montée que pour la descente contrôlée. Troisièmement, on a l'atterrissage vertical, vous vous en doutez, c'est la partie la plus délicate. La fusée doit ralentir sa descente et atterrir avec précision, ce qui nécessite des algorithmes de contrôle très avancés. Quatrièmement, on a la résistance des matériaux. Les contraintes thermiques et mécaniques subies lors du vol à haute altitude et de l'atterrissage sont importantes. Ce test permet donc de valider la conception de la fusée.
Et enfin, peut-être la plus importante, on a la collecte des données, car ces vols d'essai qui sont bardés de capteurs en tout genre fournissent une mine d'informations cruciale pour améliorer le design et la performance de la fusée. S'il faut se donner autant de mal avec des vols d'essai coûteux, c'est que développer une fusée réutilisable, oui c'est compliqué, même si aujourd'hui SpaceX nous donne une relative impression de facilité avec sa Falcon 9. D'ailleurs, si c'était si facile, d'autres l'auraient déjà fait. Le succès de ce test de 10 km est, je le répète, une étape très importante pour Landspace, et attention ce n'est que le début, l'entreprise vise un lancement orbital pour 2025, un succès qui la placerait parmi les acteurs majeurs du secteur spatial privé. Mais Landspace n'est pas seul dans cette course, d'autres entreprises chinoises comme iSpace et Galactic Energy travaillent également sur des technologies similaires. Sans parler bien sûr de la compétition internationale avec SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab et d'autres. Cette émulation, il faut bien comprendre qu'elle est bénéfique pour l'ensemble du secteur spatial, elle pousse chaque acteur à innover, à améliorer ses technologies et à repousser les limites de ce qui est possible. Le test réussi de Landspace marque une nouvelle étape dans la démocratisation de l'accès à l'espace. Les fusées réutilisables ne sont plus l'apanage d'une seule entreprise ou d'un seul pays. Pour résumer, c'est toute l'industrie spatiale qui est en train de se transformer. Il reste à savoir maintenant comment les entreprises traditionnelles vont réussir à s'adapter à cette nouvelle ère des lanceurs privés réutilisables. S'il vous faut encore une preuve que le réutilisable est bien l'avenir des lanceurs spatiaux commerciaux, eh bien figurez-vous que Landspace n'est pas la seule entreprise chinoise à mettre au point ce type de technologie. Il y a quelques jours, après leurs confrères, c'est Deep Blue Aerospace qui a réalisé un essai prometteur avec son étage de la future Nebula 1. Bon, autant vous le dire tout de suite, la fin du vol s'est terminée dans une belle boule de feu que l'on n'a jamais vue d'aussi près, puisqu'un drone était chargé de filmer l'intégralité du vol. Alors, que s'est-il passé le 22 septembre dernier? Pour ce test qui a eu lieu en Mongolie intérieure, 3 moteurs ont été utilisés au début du vol, qui a tout de même duré près de 3 minutes. Une fois dans les airs, 2 des 3 moteurs ont été coupés, ce qui est normal pour ces essais, car on veut tester la gestion du carburant et la précision des trajectoires avec moins de puissance. La fusée s'est ensuite préparée à l'atterrissage, et comme le Falcon 9, les jambes déployables sont bien sorties. En bref, tout semblait bien se passer, mais c'est juste avant de toucher le sol que les choses se sont un petit peu compliquées. Le dernier moteur s'est éteint complètement, une anomalie est survenue, provoquant un atterrissage un peu plus brutal que prévu. En fait, la fusée était toujours légèrement plus haut qu'attendu au moment de couper le moteur. Elle a donc chuté, et forcément ça ne pardonne pas. Comme dirait Elon, c'était un désassemblage rapide inattendu. Ce type de situation peut paraître décevant, mais il faut voir le verre à moitié plein. Deep Blue Aerospace a affirmé avoir réussi 10 des 11 objectifs fixés pour ce vol, notamment la précision de l'atterrissage qui était à 0,5 mètres près. Ils ont aussi testé avec succès des innovations en matière de contrôle d'attitude, d'optimisation de trajectoire et de guidage millimétré, ce qui est une excellente nouvelle pour la suite. En parlant de ça, la Nebula 1 qui sera équipée de cet étage réutilisable est une fusée capable de transporter jusqu'à 2 tonnes de charge utile en orbite basse terrestre, et Deep Blue Aerospace prévoit aussi une version améliorée capable de transporter jusqu'à 8 tonnes en orbite. En parallèle, l'entreprise chinoise travaille sur un projet encore plus ambitieux, la Nebula 2. Celle-ci serait capable de lancer 20 tonnes en orbite terrestre basse. Avec tous ces essais qui ont lieu actuellement, on peut se poser la question, pourquoi cet intérêt soudain pour la réutilisation en Chine? Eh bien, la réponse est simple, le pays veut augmenter son rythme de lancement et se doter de capacités de réutilisation pour soutenir la création de méga-constellations en orbite basse comme le projet Guohang ou Qianfan dont on reparlera justement lundi. Bon forcément, quand on voit le nombre de lancements effectués par SpaceX avec sa Falcon 9, difficile de ne pas vouloir faire la même chose, même si, comme on le verra très bientôt dans une vidéo spéciale, c'est une petite bombe à retardement qui s'annonce. Je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne à vous passionner pour la recherche de preuves de technologie extraterrestre, et ça tombe bien car aujourd'hui nous allons plonger dans une quête fascinante, la recherche de technosignatures autour d'un système planétaire bien particulier, TRAPPIST-1. Certes, ce n'est pas la porte à côté, il faudrait voyager longtemps et parcourir 40 années-lumière pour commencer à explorer l'une des frontières les plus excitantes de l'astronomie moderne. Pour vous donner une idée des distances, la sonde Voyager 1, le vaisseau le plus éloigné de la Terre, est actuellement à 0,0025 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire qu'il lui faudrait réaliser 400 fois cette distance pour parcourir une seule année-lumière. Bon, j'ai l'impression qu'il nous reste encore des progrès à faire en propulsion spatiale. Mais revenons à nos fameuses technosignatures, et faisons d'abord connaissance avec TRAPPIST-1.
Ce système stellaire a été découvert il y a 8 ans, c'est une véritable curiosité cosmique. Il se compose d'une étoile naine ultra froide, beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil, 7 planètes de taille similaire à la Terre en orbite autour d'elle, dont 3 situées dans ce qu'on appelle la zone habitable. En clair, ça signifie que de l'eau liquide pourrait exister à la surface. Là, ça commence à devenir intéressant, pas vrai ? Pour mieux visualiser ce système compact, voici un schéma comparatif avec notre système solaire. Ce qui rend TRAPPIST-1 si excitant, c'est la proximité de ces planètes entre elles. Si vous étiez sur l'une d'elles, les autres apparaîtraient dans le ciel aussi grands que notre Lune, offrant un spectacle céleste époustouflant. Bon, maintenant que je vous ai présenté TRAPPIST-1, parlons des technosignatures. Ce sont des signes de technologie qui pourraient indiquer la présence d'une civilisation extraterrestre avancée. Imaginez que vous survolez une île déserte la nuit, et bien vous ne verriez probablement rien, sauf si des habitants utilisaient de l'électricité. Les lumières des villes seraient ici une technosignature de leur présence. Dans l'espace, les scientifiques recherchent actuellement des signes similaires, comme des émissions radio non naturelles, des lasers puissants, des structures artificielles en orbite, et même des pollutions atmosphériques d'origine industrielle. Récemment, une équipe de scientifiques du SETI pour Search for Extraterrestrial Intelligence a décidé de pointer ses oreilles cosmiques vers TRAPPIST-1. Ils ont utilisé le télescope Allen pour capturer 28 heures de signaux provenant de ce système. Ce télescope n'est pas forcément très connu du grand public, il forme pourtant un champ d'antenne d'1 hectare, ce qui donne un radiotélescope très puissant au nord de la Californie. Son nom a été attribué en l'honneur de Paul Allen, cofondateur de Microsoft et principal mécène de ce projet. Cet observatoire est actuellement composé de 350 antennes fonctionnant en réseau et réparties sur une surface de 1 km. Si les chercheurs concentrent tous leurs efforts sur ce système, c'est qu'il y a bien une raison, ou plutôt deux en fait. La première, c'est la curiosité bien sûr, mais aussi et surtout le besoin de vérifier leur hypothèse. Si une civilisation intelligente existe dans le système TRAPPIST-1, elle pourrait tout à fait être répartie sur plusieurs planètes, puisqu'elles sont très proches l'une de l'autre. Après tout, dans ce système planétaire très compact, aller d'une planète à l'autre, ce serait comme faire un voyage sur la Lune pour nous, donc ça reste technologiquement plausible. Mais parlons un peu technique, avant de partir à la chasse aux extraterrestres, il y a une chose très importante à retenir. Si cette civilisation est bel et bien capable de communiquer entre planètes, il faut détecter des configurations spéciales pendant lesquelles les signaux nous parviendraient avec beaucoup plus de puissance. On les appelle les PPO pour occultation de planète à planète. Pendant ces PPO, au moins 2 planètes de TRAPPIST-1 sont alignées. Tout signal émis par la planète la plus éloignée à sa voisine pourrait donc nous parvenir par débordement d'ondes. Dit autrement, la planète du système TRAPPIST qui reçoit un signal ne le masque pas complètement, et une partie peut être détectée par nos instruments terrestres. Seulement, détecter ces signaux n'est pas une mince affaire, c'est vraiment un travail de titan, pire que de trouver une aiguille dans une meule de foin. Si vous ne me croyez pas, voici de quoi se sont composées les recherches. Il y a 28 heures d'observation, on a reçu 11 000 signaux candidats, c'est-à-dire des signaux qui sont plus forts que la normale, et avec ça, 7 événements PPO ont été détectés. Les chercheurs ont pour ça calculé quand les occultations planète-planète se produisaient et ont réduit la liste aux signaux coïncidents avec les PPO. Ils ont ensuite cherché des signaux statistiques improbables qui pourraient indiquer une origine artificielle. Malheureusement, et là je vais encore en décevoir pas mal d'entre vous, malgré tout ce travail, aucun signal artificiel n'a encore été trouvé, donc toujours pas de salut terrien venant de TRAPPIST-1. Mais attention, ce résultat négatif est en réalité très informatif. Non seulement il nous aide à affiner nos méthodes de recherche pour les futures observations, mais il démontre aussi notre capacité croissante à scruter des systèmes stellaires lointains en détail. Ce que je peux vous dire, c'est que la chasse aux technosignatures ne fait que commencer et ce que nous promettent les astronomes est fantastique. Des observations plus longues, de meilleurs instruments, comme par exemple le futur radiotélescope Square Kilometer Array, le SKA, qui augmenteront notre sensibilité. Et enfin, comme toujours, l'intelligence artificielle, dont les algorithmes avancés nous aideront à repérer des signaux artificiels bien plus efficacement. En fait, la recherche de technosignatures autour de TRAPPIST-1 est plus qu'une simple quête scientifique, c'est une exploration de notre place dans l'univers, une tentative de répondre à la question éternelle « Sommes-nous seuls ?» Car même si nous n'avons pas encore trouvé de voisins cosmiques, chaque recherche nous rapproche un peu plus de la réponse, et qui sait, peut-être que la prochaine observation sera celle qui changera tout. Une news très courte ici, le 21 septembre, la start-up toulousaine Kineis a réussi le lancement de 5 nouveaux satellites en orbite, marquant ainsi son 2e succès dans l'espace. Ces satellites, installés en haut de la fusée Electron de la société Rocket Lab, font partie de leur constellation dédiée à l'Internet des objets, dont le but est d'améliorer leur connectivité mondiale. Ce réseau de satellites permettra de suivre des données sur Terre, comme le suivi des animaux ou des bateaux, en offrant une couverture mondiale.
Kinéis poursuit son objectif ambitieux de connecter 25 satellites d'ici 2025, une façon pour elle de consolider sa position dans l'industrie spatiale émergente du New Space. Voilà les terriens, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura encore appris plein de nouvelles choses. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce pour nous soutenir, les petits commentaires qui font toujours plaisir à l'équipe. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et à la chaîne secondaire, le journal de la Starbase, pour retrouver toutes nos vidéos. On se retrouve très vite pour la suite. Salut les terriens!